Bonjour et bonne année et bienvenue dans ce tout premier épisode de la série d'entrevues spécialisées sous la thématique Une semaine, un métier, offerte par le podcast Wadé Fati de Wiki Interview. La thématique de cette semaine est le BTP et le génie civil. Nous avons donc le grand plaisir de recevoir Monsieur Abdelhak El Mouli, spécialiste dans le domaine BTP et génie civil notamment, que je laisse se présenter succinctement. Monsieur Abdelhak El Mouli, à vous. Bonjour Monsieur Mohamed et merci beaucoup pour l'invitation. Donc je m'appelle Abdelhak El Mouli, je suis ingénieur en génie civil, lauréat de l'école Mohammedia en 2001. Je suis actuellement directeur technique du groupe Doha en Guinée et c'est là où je suis basé depuis 4 ans maintenant. Auparavant, j'étais chef de secteur chez le groupe Lafarge Béton. À l'époque, elle ne s'est pas encore fusionnée avec Holcim. J'étais aussi chef de projet chez le groupe Palmero Développement et j'étais également directeur de travaux chez la Société Générale des Travaux du Maroc, qui est le leader des entreprises de travaux au Maroc, où j'ai eu le plaisir de faire des projets qui sont importants, où je gérais une équipe, à un moment donné, une équipe de 1600 personnes. Je suis également titulaire d'un master européen en management et stratégie d'entreprise. Et je suis également titulaire d'un master en marketing et vente. Je suis également auteur de plusieurs articles que je publie dans différents magazines qui sont spécialisés dans le domaine du BTP. Et je suis youtubeur. Je publie assez régulièrement quand même des vidéos dans lesquelles je donne des conseils dans le domaine du BTP. Et je suis aussi conférencier. Mais je suis surtout très content d'être là avec vous, c'est Mohamed. Tout le plaisir est pour nous, Monsieur Abdelhak El Mouli, et notamment nous avons la grande chance de recevoir quelqu'un avec une expérience aussi riche et variée, ne serait-ce que le domaine académique ou même professionnel. Donc, sans attendre trop longtemps, nous allons entamer notre série de questions. Commençons par le commencement. Tout d'abord, c'est Abdelhak El Mouli. Qu'est-ce qu'on entend par BTP ou génie civil ? Oui, en fait, il y a une grande confusion à ce niveau-là, y compris parmi les spécialistes. En fait, quand on parle du BTP, on parle du secteur économique. Vous savez, il y a plusieurs secteurs économiques. Il y a par exemple le secteur bancaire, il y a le secteur par exemple de l'aéronautique, le secteur de l'automobile. Il y a un secteur économique qui s'appelle le BTP. Donc c'est vraiment, ça veut dire quand on parle de la bourse, quand on parle du chiffre d'affaires, quand on parle du marché de l'emploi, nous sommes dans le BTP. Et le BTP, c'est l'abréviation de bâtiments et travaux publics. Dans cette abréviation, il y a eu une différence entre, ça veut dire, ils n'ont pas incorporé bâtiment dans les travaux publics parce qu'il y a certaines différences. Le bâtiment, c'est d'abord dans le bâtiment, il y a une partie gros œuvre et une partie seconde œuvre, chose qu'on ne retrouve pas dans les travaux publics en général. Et puis le bâtiment, le commanditaire peut être un particulier, mais ça peut être aussi, ça peut être l'État ou ça peut être un particulier. Et également la différence des bâtiments de manière générale par rapport aux travaux publics, c'est que c'est des ouvrages qui ont une extension verticale. Contrairement aux travaux, ça veut dire que ça protège les hommes. Les bâtiments, ça protège les hommes, et les travaux publics, ça relie les hommes. Et les travaux publics, on retrouve en fait tout ce qui profite au public, pas uniquement à des particuliers. Généralement, d'ailleurs, c'est le commanditaire en général, c'est l'État et les collectivités locales, de manière générale, et puis ça profite au public, comme par exemple les routes, comme les voies ferrées, comme les ouvrages d'art, les barrages, les routes. Donc vraiment, c'est des ouvrages qui ont une utilité publique. Voilà, donc, et puis le bâtiment aussi, ça regroupe tous les métiers qui participent à la réalisation des ouvrages. Ça veut dire que ça ne se limite pas uniquement au béton, mais ça comprend également tous les métiers, tous les corps de métier qui participent à ça, y compris par exemple les métiers de, je sais pas moi, de plâtre. Mais bien sûr, quand on parle de plâtre, on ne parle pas parce que le plâtre, il peut avoir une utilisation dans le domaine de la médecine, mais je parle du plâtre qui concerne évidemment les utilisations dans le domaine du bâtiment. Ça concerne également l'électricité, mais pareil pour l'électricité parce qu'il y a des utilisations dans le domaine de la robotique par exemple, de l'aéronautique, de l'automobile. Mais nous, ce qui nous concerne ici, c'est la partie qui concerne le bâtiment, et ça comprend également tous les autres métiers, les métiers de peinture, les métiers de revêtement, tous les métiers
qui participent à la réalisation de ces ouvrages, y compris également les métiers de conception, donc comme l'architecture, comme les études, donc les bureaux d'études, les bureaux de contrôle. Donc vraiment, c'est l'ensemble des métiers qui participent à ça. Maintenant, quand on parle du génie civil, là, c'est très différent. En génie civil, le génie civil, c'est les techniques de construction. Donc là, on n'est pas dans le secteur économique, mais là, nous sommes dans les techniques de construction. Donc quand on parle des normes, quand on parle des textes, quand on parle des procédures et procédés d'exécution, quand on parle du phasage, quand on parle de la planification, là, nous sommes en génie civil. Et il y a justement une confusion, parce que des fois, on retrouve sur les réseaux, par exemple, des offres d'emploi, ils disent une offre d'emploi en génie civil. Et c'est totalement faux. Parce que quand on parle d'offres d'emploi, là, nous sommes dans le secteur économique et pas en génie civil. Mais c'est vrai que la confusion, elle est totale, même parmi les spécialistes. Excellent, excellent. Merci pour ces précisions. Donc, si j'ai bien compris, le BTP, c'est plutôt les techniques de construction elles-mêmes, mais quand on parle de génie civil, c'est plutôt la planification. C'est un petit peu beaucoup plus macro que le BTP, d'où la précision que vous venez de nous donner. Exactement. Super, très bien. Donc, la deuxième question que je souhaite vous poser, c'est finalement, quand on parle de principaux intervenants dans les projets de BTP, quels sont ces principaux intervenants ? On entend beaucoup des termes, des appellations justement de postes comme maître d'ouvrage, maître d'œuvre, bureau de contrôle, etc. Donc tout ce jargon bien précis. Quels sont les principaux intervenants justement dans ces projets-là ? Effectivement, tous les projets de BTP, pour qu'ils voient le jour, généralement c'est le fruit de la coordination de plusieurs intervenants justement. Et le principal intervenant, c'est le maître d'ouvrage. Pourquoi ? Parce que le maître d'ouvrage, c'est le commanditaire du projet. Donc, c'est lui qui est à la base de l'idée. Et lui, il exprime l'idée suite soit à un besoin, soit à une proposition. C'est-à-dire que, par exemple, le maître d'ouvrage, il a besoin de construire, je ne sais pas, un théâtre, de construire une route. Ou bien sur proposition, par exemple, ça veut dire sans qu'il y ait forcément un besoin, sur proposition, il peut avoir l'idée de construire quelque chose. Mais le maître d'ouvrage, ça peut être des particuliers, comme ça peut être n'importe quelle structure, une personne morale, une entreprise, une association, un État, par exemple, mais ça peut pas être un continent, par exemple, parce que le continent, il n'a pas une forme juridique. Mais c'est vraiment un cadre très général, et ça peut être surtout un connaisseur ou pas. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire que le maître d'ouvrage ait des connaissances dans le domaine du génie civil. Lui, c'est juste quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens, et qui a une idée ou un besoin, et donc qui veut faire construire quelque chose, y compris les particuliers. Moi, par exemple, vous voulez demain construire votre maison, là, vous vous transformez directement au maître d'ouvrage. Donc, c'est vraiment l'intervenant le plus important, parce que sans lui, on ne peut même pas parler de projet. Voilà. Maintenant, il y a des intervenants qui sont là pour aider un peu le maître d'ouvrage, surtout lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connaisseur, et on parle surtout de l'assistant au maître d'ouvrage, un AMO. Ça. Le maître d'ouvrage, généralement, là, on utilise l'abréviation MO ou bien MOA, c'est-à-dire maître d'ouvrage. L'assistant au maître d'ouvrage, généralement, on utilise l'abréviation AMO, assistant au maître d'ouvrage. Et l'assistant au maître d'ouvrage, c'est une personne, encore une fois, physique ou morale, qui vient en aide au maître d'ouvrage lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connaisseur. Donc lui, c'est quelqu'un qui va l'aider à comprendre. Il va aussi faire le lien entre le maître d'ouvrage et les autres intervenants. Parce que, vous savez, au Maroc, je pense actuellement, Cristiano Ronaldo, par exemple, il est en train de construire son hôtel à Marrakech. Donc, Cristiano, c'est un très bon joueur, tout le monde le sait, mais nous, on s'en fout parce qu'il est ignorant en génie civil. Donc, dans ce cas, par exemple, Cristiano, il a besoin, si c'est lui directement le maître d'ouvrage, ça veut dire si c'est pas une entreprise en son nom, si c'est lui, la personne directement, dans ce cas, il aura besoin d'un assistant au maître d'ouvrage, quelqu'un qui va l'assister pour exprimer son besoin à l'ensemble des intervenants et aussi pour lui expliquer le phasage et tout ce qui concerne le projet. Et l'assistant au maître d'ouvrage aussi, vous savez, des fois, on peut avoir un maître d'ouvrage qui est connaisseur, mais qui n'est pas disponible.
Donc lui aussi, il peut jouer ce lien entre le maître d'ouvrage et le reste des intervenants. Voilà. Mais lui, il n'a aucun pouvoir de signature. C'est quelqu'un qui ne signe aucun document. Il ne représente pas, il ne peut pas se substituer au maître d'ouvrage. Il est là juste pour apporter de l'aide, pour l'assister. Il n'a aucun pouvoir de signature. Aucun. Et ça, c'est une principale différence avec un autre intervenant qu'on va voir tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on parlait de l'assistant au maître d'ouvrage, mais il y a aussi un autre intervenant qui s'appelle le maître d'ouvrage délégué. Le maître d'ouvrage délégué, qu'on abrévie souvent par MOD. Alors lui, c'est aussi quelqu'un qui vient pour aider le maître d'ouvrage, mais lui, la principale différence avec l'assistant au maître d'ouvrage, c'est que lui, il représente carrément le maître d'ouvrage. Donc il peut signer à sa place, il peut signer des contrats, il peut désigner des entreprises, il peut signer des contrats avec des entreprises, il peut par exemple valider des plans, faire des modifications, valider des échantillons. C'est vraiment comme si c'est un maître d'ouvrage. Il peut prendre toutes les décisions. Bien sûr, il doit y avoir un contrat entre ce MOD et le maître d'ouvrage, et dans ce contrat, les deux parties ils vont définir les limites de cette représentation. Est-ce qu'elle est dans son sens large, ou bien est-ce qu'elle va jusqu'à un certain niveau, etc. Dans un projet, on peut avoir carrément un maître d'ouvrage délégué qui remplace complètement le maître d'ouvrage. Jamais avoir besoin d'un maître d'ouvrage quand dans le projet et parmi les intervenants, il y a un maître d'ouvrage délégué. Donc lui, il est différent de l'assistant au maître d'ouvrage qui lui n'a aucun pouvoir. Le maître d'ouvrage délégué, c'est comme un maître d'ouvrage. Moi, auparavant, j'avais fait des projets dans lesquels il y avait des maîtres d'ouvrage délégués et dans lequel on n'a jamais rencontré le maître d'ouvrage parce que on faisait tout. Moi, j'étais dans l'entreprise, j'étais le directeur de travaux à ce moment-là et on faisait tout valider avec le maître d'ouvrage délégué. Excellent. Et donc le maître d'ouvrage délégué, si j'ai bien compris, c'est lui qui va faire en sorte, sous justement la supervision du maître d'ouvrage, qui est le premier commanditaire du projet, pour justement, disons, recruter l'architecte, choisir le bureau d'études, le bureau de contrôle, etc. C'est bien ce que vous dites, monsieur Al-Haqmoui. Exactement. Et non simplement ça, mais également pendant le déroulement, la réalisation du projet, vous savez, le maître d'ouvrage est amené à prendre des décisions pendant le projet. Par exemple, des modifications ou bien des validations. L'entreprise, elle vient avec des échantillons de n'importe quoi, de revêtement par exemple. Il va venir avec 3 à 4 échantillons pour les présenter. C'est l'architecte aussi, il a un mot à dire à ce niveau-là, mais également le maître d'ouvrage. Mais en l'absence du maître d'ouvrage et la présence du maître d'ouvrage délégué, le maître d'ouvrage délégué, il peut prendre la décision et dire moi je veux tel échantillon, bien sûr avec l'approbation également de l'architecte. Mais l'amont ne peut pas faire ça. L'assistant maître d'ouvrage, il ne peut pas dire moi je veux tel ou tel échantillon. Il n'a pas le droit de prendre des décisions. D'accord. Le maître d'ouvrage délégué également, il peut valider les attachements, c'est comme un maître d'ouvrage à part entière. Donc il y a aussi le maître d'œuvre, ce qu'on appelle le maître d'œuvre, et souvent il y a aussi des confusions même parmi les spécialistes. En fait, vous savez, de manière générale, quand vous avez plusieurs personnes qui doivent travailler ensemble, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va faire la coordination. Vous savez, dans une équipe de football, par exemple, il y a un chef d'équipe, même les parlementaires, les députés, pour chaque équipe, il y a un chef d'équipe ou un chef de l'équipe, quoi. C'est le capitaine d'équipe, c'est lui qui fait la coordination, qui gère, etc. Et cette personne, on l'appelle maître d'œuvre. Et souvent, on met l'abréviation MOE. MOE. À la différence tout à l'heure de maître d'ouvrage, on mettait MOA, mais pour le maître d'œuvre, on met MOE. Donc lui, c'est vraiment, et lui aussi, ça peut être une personne, ça peut être un particulier, et ça peut être également un cabinet, ça peut être un bureau d'études. Et parfois, parce que nous allons voir aussi le bureau d'études, mais parfois le maître d'œuvre, c'est aussi le bureau d'études. Pour les petits projets, généralement le maître d'œuvre, c'est l'architecte. C'est-à-dire il est à la fois architecte et en même temps il est maître d'œuvre. Mais pour les projets qui sont d'une certaine importance, le plus souvent c'est le bureau d'études qui joue à la fois le rôle du bureau d'études et en même temps le rôle du maître d'œuvre. Mais on peut aussi avoir carrément, ça veut dire soit une personne ou un cabinet qui est complètement indépendant, qui n'est ni architecte ni bureau d'études, mais il est là que
pour jouer le rôle de la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est lui qui va faire la coordination. Si, par exemple, l'entreprise, elle attend un détail de la part de l'architecte ou bien de la part du bureau d'études et qu'il y a un retard, la personne qui va relancer un peu les choses, c'est le maître d'œuvre. C'est un peu le père ou le parrain de l'équipe des intervenants. Voilà. Très bien. Il y a aussi. Allez-y. Oui. Allez-y. Oui. D'accord. Il y a aussi bien sûr l'architecte qui est un intervenant très important parce que c'est l'architecte qui va faire la conception architecturale du projet. Voilà, et l'architecte aussi, c'est-à-dire il a un rôle avant le projet, un rôle de conception, mais il a également un rôle pendant le projet, c'est lui qui va valider les échantillons, qui va faire aussi des propositions de mise à jour, etc., en fonction parfois des difficultés liées à la réalisation. Quand vous dites, excusez-moi de vous interrompre, mais quand vous dites valider les échantillons, vous parlez des matériaux de construction, c'est bien ça? Pas forcément les matériaux de construction, mais surtout les matériaux qui sont liés au second œuvre. Parce que pour les matériaux de construction comme le béton par exemple, ou bien comme les agrégats qui rentrent dans la composition du béton, ça c'est un peu le rôle du bureau d'études et du laboratoire. D'accord. Mais l'architecte, c'est surtout le côté, on va dire, artistique de la construction. C'est la peinture, c'est les revêtements, le marbre par exemple, ou bien les carreaux, c'est l'aluminium, les profilés, c'est les portes, c'est tout ce qui est un peu décoratif. Mais il peut aussi participer, dans la discussion, même quand ça sort de ce cadre. Mais généralement, c'est surtout ça. Excellent. Est-ce que vous avez d'autres intervenants à nous présenter dans les projets de BTP? Oui, le bureau d'études qui est un maillon très important parce que après l'architecte c'est un peu l'artiste du projet. Donc lui, il fait la conception du projet tel qu'il va se voir à son état final. Ça veut dire c'est après peinture et tout ça. Maintenant, le bureau d'études, c'est un peu, il travaille un peu en background. C'est lui qui va dimensionner la structure, donc les poteaux, le ferraillage, et pas uniquement ça, mais c'est lui aussi qui va faire, établir les plans de la plomberie, les plans d'électricité, éventuellement d'autres lots techniques comme par exemple la vidéosurveillance. Mais souvent c'est un bureau d'études parce que c'est rare de trouver des bureaux d'études qui sont pluridisciplinaires, qui font tout, qui font le béton armé, qui font la charpente, etc. Généralement, c'est un bureau d'études de gros œuvres, donc de béton armé, ou aussi peut-être de la charpente, et qui va sous-traiter les lots les études d'électricité et de plomberie à d'autres bureaux d'études qui sont spécialisés dans ces lots. Par exemple, qui va sous-traiter la partie électricité à un bureau d'études spécialisé dans l'électricité, de plomberie spécialisé dans les études de plomberie, etc. Il y a aussi le laboratoire, et le rôle du laboratoire, c'est le contrôle surtout de la qualité, pas la qualité, mais surtout des matériaux. C'est le contrôle, par exemple, de la qualité du béton, la qualité du ferraillage, et également, et ça c'est même au début du projet, le contrôle de la nature de l'assise. Donc pour être sûr que l'assise, elle peut supporter effectivement la construction. Maintenant, au cas où on tombe sur une structure qui n'est pas bonne, à ce moment-là, le bureau d'études, le laboratoire, ils doivent revoir justement l'étude et faire d'autres propositions techniques. Donc lui, il est là pour le contrôle surtout des fondations et des matériaux de construction. Et là, je ne parle pas des lots secondaires. C'est pas le carreau, c'est pas l'aluminium, c'est pas ça. C'est vraiment ce qui rentre un peu dans la structure de la construction. Et je ne sais pas si vous avez touché sur le bureau de contrôle, justement. Je ne pense pas qu'on a touché à ce maillon. Oui, c'est le dernier, justement. C'est de ça même que je vais parler tout de suite. Excellent. Justement, le bureau de contrôle, il a un rôle justement de contrôle, comme son nom l'indique. Donc lui, il est là pour contrôler. Vous savez, quand l'entreprise elle est prête pour couler, par exemple, une dalle.
Donc, elle va faire son coffrage, elle va mettre en place le ferraillage, mais avant de couler, on appelle ça un point d'arrêt, elle va s'arrêter, on appelle ça un point d'arrêt, elle va faire appel au bureau de contrôle. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'elle ne peut pas dépasser cette phase sans appeler le bureau de contrôle pour qu'il vienne et confirmer que tout est correct. Parce que quand on coule, c'est trop tard. Ça va être difficile après de vérifier est-ce que le ferraillage était bon, est-ce que le coffrage était bon, est-ce qu'elle était propre, est-ce que les espacements sont bons, est-ce que les diamètres, etc., est-ce que c'est bien attaché. Donc, pendant ce point d'arrêt, le bureau de contrôle, il vient, il fait son contrôle par rapport au plan. Si c'est OK, maintenant, il va dresser un PV pour donner le feu vert à l'entreprise de faire le coulage. Mais j'ai oublié tout à l'heure de dire que le bureau d'études également, il a ce rôle de faire des contrôles. Et c'est pour ça qu'il y a souvent un double contrôle au niveau du chantier. Vous avez un contrôle qui est assuré par le bureau d'études dans le cadre du suivi des travaux, mais il y a également un suivi ou un contrôle qui est effectué par le bureau de contrôle. Mais le bureau de contrôle, son passage aussi, il est important parce que vous savez, vers la fin, peut-être qu'on parlera de ça dans la suite de l'interview, parce que plus tard, vous savez, après, à la fin de la construction, il faut qu'il y ait une garantie décennale, généralement de l'étanchéité et de la partie de gros œuvres. Et cette garantie décennale, quand le client il s'adresse à des cabinets d'assurance, ils vont demander un rapport du bureau de contrôle qui confirme que effectivement les travaux ont eu lieu, ils ont respecté les normes, ils ont été réceptionnés, etc. Donc le passage du bureau de contrôle, il a aussi ce plus, c'est qu'il va servir plus tard à l'achèvement des travaux pour avoir une garantie décennale. Très bien. Donc le bureau de contrôle, c'est plutôt une entité assez indépendante qui est munie d'experts dans différentes thématiques, que ce soit le béton, que ce soit le fer, que ce soit les différents éléments qui rentrent dans la construction d'un bâtiment ou n'importe quel projet de BTP. C'est bien ce que vous dites. Oui, exactement. Donc, il y a effectivement ils ont plusieurs spécialistes, ou parfois c'est le même ingénieur ou la même personne qui est pluridisciplinaire. Donc, ils font des contrôles, effectivement, également des lots techniques aussi, de l'électricité, de la plomberie. Ils font également un travail de contrôle des plans. Vous savez, quand l'entreprise reçoit les plans, voilà, exactement. Vous savez, quand l'entreprise reçoit les plans sont édités par le bureau d'études, dont on a parlé tout à l'heure, au tout début. Et ces plans, ils doivent être transmis au bureau de contrôle pour qu'il fasse un contrôle. Et parfois demander des modifications ou bien des éclaircissements au bureau d'études. Voilà. Et donc, ce double contrôle, il permet aussi d'éviter parfois des erreurs ou bien de faire des améliorations. Donc, ils ont un rôle à ce niveau-là, au niveau de la validation des plans, parce que l'entreprise, il ne faut pas qu'elle travaille avec des plans qui ne sont pas validés par le bureau de contrôle. Même lorsqu'ils sont édités par le bureau d'études, ils doivent absolument passer par le bureau de contrôle et il faut qu'elle approuve sa signature et son cachet et qu'elle écrive bon pour exécution. Et c'est avec ça que l'entreprise doit travailler. Je pense que nous avons fait le tour des principaux intervenants des projets de BTP. Voilà, maintenant je souhaite, justement c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est un maillage et un enchaînement d'expertise et aussi une sorte de brassage de compétences. Quels sont les différents justement métiers qui peuvent intervenir? Je ne veux pas que vous dressiez toute une liste complète parce que vu votre expertise, je pense que elle sera trop longue. Mais si vous voulez juste toucher sur quelques-uns de ces métiers. Et la deuxième partie de la question, c'est effectivement quelles sont les phases d'un projet BTP? Comme on a vu tout à l'heure, vous savez, il y a plusieurs intervenants et justement, il y a des métiers qui sont liés, qui passent plus de temps au chantier, d'autres qui passent plus de temps dans les bureaux. Et justement, si on commence par le bureau d'études, le bureau d'études, il est là pour faire principalement les études, mais aussi parfois le suivi. Et donc, au niveau des études, vous avez des dessinateurs qui, eux, c'est pas des gens qui vont faire le calcul, c'est des gens, ils peuvent faire des calculs assez complexes, mais des calculs géométriques, mais pas de calcul de dimensionnement.
Mais par contre, c'est des gens qui sont excellents, qui maîtrisent les logiciels de dessin. Maintenant, ces dessinateurs, ils rapportent à ce qu'on appelle des calculateurs géomètres, qui eux, en plus de leur maîtrise des logiciels de dessin, ils maîtrisent également des logiciels de conception et de dimensionnement. Donc eux, ils ont ce plus de pouvoir faire la conception et faire le dimensionnement. Et ces deux profils, ça veut dire le dessinateur, il rapporte au calculateur géomètre, et les deux, ils rapportent à un ingénieur responsable qui, lui, il gère plusieurs projecteurs calculateurs et plusieurs dessinateurs. Mais il y a aussi le maîtreur. Vous savez, peut-être qu'on verra ça tout à l'heure, lorsque le bureau d'études établit un dossier de consultation, dans le dossier de consultation, il faut qu'ils calculent, qu'ils établissent également ce qu'on appelle le détail estimatif pour les marchés au forfait, ou bien un bordereau de prix. Et dans ce bordereau, il y a, entre autres, il y a le quantitatif des différents articles qui vont rentrer dans la réalisation du projet. Donc, les quantités de béton, les quantités de ferraillage, les quantités de terrassement, les quantités les différents articles d'électricité, de plomberie, etc. Et la personne qui va calculer ces quantités, on l'appelle maîtreur. Donc lui, il a aussi des logiciels avec lesquels il travaille pour calculer, pour définir, on appelle ça des avant-maîtrés, pour calculer les différentes quantités nécessaires. Voilà. Et à la différence des maîtrés, les maîtrés, c'est après la réalisation. Et les avant-maîtrés, ça se calcule uniquement sur plan. Voilà. Maintenant, au niveau de l'entreprise, vous avez des conducteurs de travaux qui, eux, ils passent 95% de leur temps sur chantier. C'est des hommes de terrain qui vont gérer, qui vont s'occuper de la construction d'une zone, par exemple, ou bien de quelques corps de métier. Il peut s'occuper, vous prenez un projet qui comprend plusieurs bâtiments, il peut s'occuper d'un bâtiment ou bien d'une zone, ou bien de plusieurs corps de métier sur plusieurs bâtiments. Par exemple, il va s'occuper de la plomberie, mais dans tous les bâtiments, ou bien de l'électricité, de tous les bâtiments, ou bien du gros œuvre d'un bâtiment. Donc lui, il va gérer des hommes, il va gérer aussi les approvisionnements, donc c'est lui qui va définir au fur et à mesure de l'avancement du projet son besoin. Il va faire une lecture, il faut qu'il soit capable de faire une bonne lecture des plans pour voir s'il n'y a pas de discordance avec les plans archi par exemple, s'il n'y a pas d'erreur, et en cas de problème, il va remonter l'information à la personne qui le gère, qui est l'ingénieur de travaux. Donc lui, en fait, il suit les travaux en temps réel. Exactement, vraiment sur le terrain. Vous avez aussi les ingénieurs planificateurs. Il rapporte à qui, hiérarchiquement parlant? À l'ingénieur travaux. Très bien. Et l'ingénieur travaux, il gère plusieurs conducteurs de travaux. D'accord, donc on peut avoir plusieurs conducteurs de travaux, ça dépend du dimensionnement du projet, c'est bien ça? Merci beaucoup, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, si c'est un petit projet par exemple, peut-être qu'on n'aura même pas besoin de l'ingénieur de travaux, ou bien on n'aura pas besoin du conducteur de travaux, si c'est un petit projet. Mais dans les projets moyens et les grands projets, vous avez un ingénieur de travaux, et parfois vous avez plusieurs ingénieurs de travaux, et chaque ingénieur de travaux, il gère plusieurs conducteurs de travaux. Bien sûr, tout dépend de la taille du projet. Mais ce que je voulais dire, c'est que si je vous ai bien compris jusqu'ici, par rapport aux différents métiers, on peut les catégoriser en deux catégories générales. Des métiers qui sont plutôt des métiers de chantier, donc pour les gens qui sont plutôt intéressés à mettre la main dans la pâte, si j'ose dire, et être sur le chantier de travaux, se salir un petit peu les mains, toucher au béton, conduire justement les travaux, des gens qui sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus, disons, qui veulent toucher leur travail. Et il y a une autre catégorie qui est plutôt des personnes qui sont beaucoup plus intéressées à élaborer des plans en bureau en utilisant des softwares, donc quelque chose de beaucoup plus dedans, qui est beaucoup plus dans le bureau plutôt que sur le chantier, quoique les deux peuvent interagir aussi, j'imagine. Exactement, tout à fait, exactement, c'est bien ça. Mais il y a aussi parce qu'on peut pas parler de ces profils sans parler du topographe, le topographe géologue. Voilà, qui lui, il a un rôle aussi important. C'est lui qui définit c'est lui qui fait l'implantation de l'ouvrage. C'est lui qui nous indique l'ouvrage, il est situé où. Et pendant les travaux. Et lui, il a une intervention importante avant la conception, parce que c'est lui qui nous fait un relevé du terrain il nous met ça sur un plan, donc ça s'appelle un relevé topographique.
Donc, ça nous donne une idée sur la topographie et c'est sur ça que l'architecte, il se base pour faire sa conception architecturale. Mais c'est pas tout, parce que pendant le projet aussi, c'est lui qui va nous aider à faire des implantations, même du cloisonnement, parfois la vérification même du coffrage, est-ce que c'est vertical ou pas. Et aussi, c'est quelqu'un qui a un rôle très très important dans le calcul des situations. Vous avez deux types de marchés. Vous avez les marchés au forfait, dans lesquels on n'a pas besoin d'un topographe pour calculer les situations, parce que c'est au forfait. Mais pour les marchés qui sont au mètre, ça veut dire que la facturation, l'entreprise elle facture en fonction des quantités. Et le topographe, il a un rôle très important à ce niveau-là, dans les routes par exemple, surtout dans les projets qui sont linéaires, comme les voies ferrées, comme les terrassements, etc. D'accord. Et c'est lui qui va faire le relevé pour définir les quantités exactes qui sont réalisées par le maître d'ouvrage, par l'entreprise. Bien sûr, le maître d'ouvrage aussi, il peut faire appel à son topographe pour vérifier le calcul du topographe de l'entreprise. Et un géomètre, quelle est la différence entre un géomètre et un topographe, et surtout en matière de participation justement dans un projet BTP? Ouais, souvent les deux ils travaillent avec le même équipement, avec les stations, on les appelle des stations totales. La seule différence, c'est que le géomètre, il est surtout orienté, c'est lui qui fait le bornage des propriétés foncières. Voilà, alors que le topographe, il n'est pas habilité, il peut faire ce travail, mais il n'est pas habilité, on parle d'habilitation à faire ce travail. Le géomètre aussi, il peut faire, mais le topographe, c'est surtout quand on parle entreprise, projet, quand on parle de relevé, etc., c'est vraiment le topographe. Et le géomètre, c'est surtout pour le bornage, comme on appelle ça, pour faire les titres fonciers, pour définir un titre foncier avec d'une propriété. Bien sûr, le côté légal et déclaratif justement d'une assiette foncière particulière. Exactement, tout à fait, c'est bien ça. Parfait, très bien. Donc, qu'en est-il du phasage d'un projet? Vous, par exemple, moi, on veut construire notre maison, par exemple. Je ne suis pas obligé de faire un appel d'offres, etc. J'ai une idée, je vais consulter un architecte que je connais directement, et après je vais consulter un bureau d'études, et ensuite je désigne une entreprise. Je voudrais plutôt prendre de votre expertise sur les domaines, les types de projets qui sont les plus à même de recruter le plus grand nombre de monde, qui peut intéresser nos auditeurs et nos auditrices. Donc ce ne sera pas nécessairement des projets de particuliers comme vous et moi, pour une maison ou pour une petite bâtisse comme une villa par exemple, mais plutôt pour les grands donneurs d'ordre, les grandes sociétés immobilières. Donc prenons cet exemple-là pour enrichir un petit peu la discussion. Ok. Donc, si on prend par exemple les grands donneurs d'ordre, il y a quand le maître d'ouvrage, parce que c'est lui le maître d'ouvrage, c'est son donneur d'ordre, c'est son commanditaire qui est le maître d'ouvrage. Donc lui, il a une idée ou un besoin, comme on a dit tout à l'heure. Donc lui, il va passer d'abord par un architecte, c'est-à-dire il a une idée en tête. Maintenant, c'est l'architecte qui va mettre au propre cette idée. Mais il y a deux manières de désigner l'architecte. Soit que moi, donneur d'ordre, par exemple, je suis fasciné par le type d'architecture, par la signature de cet architecte, donc je vais aller directement le chercher. Vous savez, parce qu'il y a des architectes qui sont, vous prenez par exemple l'architecte irakien Zaha Hadid, ou bien que Dieu ait son âme, c'est vrai. Voilà, qu'on appelle la reine de la courbe, parce que c'est la reine de la courbe, c'est joliment dit ça. Donc, si moi, par exemple, commanditaire, je suis fasciné par ce type d'architecture, je vais aller directement voir ce cabinet d'architecture pour lui dire, écoutez, moi, voilà mon besoin, donc je veux que vous me fassiez une conception, et moi, je sais à la base à quoi je m'attends. Donc, il y a... Très intéressant. Donc, vous dites que différents cabinets d'architecture ont leurs différentes signatures, une sorte de spécialité, si vous voulez, D'accord, c'est intéressant. Voilà, ou bien des architectes qui ont déjà fait des projets qui me parlent très bien, qui me plaisent. Et donc moi, je veux des projets qui ont des conceptions un peu similaires ou bien qui s'inscrivent dans le même cadre. Donc je vais aller voir directement, c'est pas forcément des architectes de renommée, mais je vais aller voir directement cet architecte parce que je suis intéressé par tel ou tel style. Mais il y a aussi une autre façon de faire, c'est que je n'ai pas une idée claire, j'ai juste un besoin, je veux construire un théâtre, je n'ai aucune idée à quoi ça va ressembler.
Donc, je fais ce qu'on appelle un concours. Je lance un concours, je connais le besoin, etc. Je lance un concours. Maintenant, les architectes, ils vont participer. C'est comme un appel d'offres et chacun, il va faire une proposition. Et toutes les propositions, elles vont être complètement différentes. Vous allez avoir quelqu'un qui va faire une proposition d'un théâtre qui ressemble à un œuf, l'autre qui ressemble à un nid d'oiseau. C'est-à-dire, voilà, donc chacun avec son style. Et après, on va s'asseoir. Nous, commanditaires, on va s'asseoir et on va étudier la proposition qui nous plaît le plus. Donc ça aussi, c'est la deuxième façon. En fait, si on peut prendre aussi l'exemple des Jeux Olympiques, quand on veut construire des stades et aussi tous les équipements, donc c'est un petit peu ça, c'est sur cet ordre de grandeur qu'on reçoit les idées, comme vous avez bien dit, c'est ça? Exactement, c'est bien ça, tout à fait. Très bien. Donc après, quand on s'arrête, on prend la décision d'opter pour telle ou telle conception. Maintenant, on va s'asseoir avec l'architecte parce que au début, c'est juste des esquisses. Ça veut dire l'architecte, lorsqu'il fait sa proposition, il ne va pas trop dans le détail. Il va juste définir les grands repères et par la suite, on va s'asseoir pour vraiment concrétiser petit à petit l'idée. Donc, on va approfondir un peu les choses. Peut-être que le commanditaire, il va demander des modifications ou bien il va faire des propositions, etc. Qu'il va discuter avec l'architecte. L'architecte aussi, il va donner des idées, etc. Lui aussi, il connaît les normes. C'est-à-dire que le commanditaire, il peut demander des choses qui ne sont pas conformes à la norme, mais lui, il ne connaît pas. Donc, l'architecte, il va le faisable, vous dites. Voilà, c'est pas faisable, par exemple. Voilà, donc, et ça, c'est une étape qui est cruciale dans le projet parce que l'architecte, dans cette étape, il devient comme, en fait, il se transforme en psychologue, carrément. D'accord. Parce qu'il doit comprendre très bien le besoin de l'architecte. Donc, se mettre dans la peau, au fait, du maître d'ouvrage, si vous voulez. Exactement. Il doit bien comprendre ce qu'il veut pour répondre à ce besoin. Et donc, petit à petit, il va faire une première esquisse, une deuxième esquisse, et à chaque fois, on va essayer d'approfondir un peu les choses. Il va avancer, il va faire des coupes, il va faire les couleurs, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à une conception qui est complète. Très bien. Donc tout cela rentre toujours dans la phase étude de projet. Surtout conception architecturale. On n'a pas encore. D'accord. On est au tout début. Au tout début. Très bien. Maintenant, après la conception architecturale, justement, vient le rôle du bureau d'études qui va faire l'étude de la structure. C'est-à-dire que là, on a fini le côté artistique. Maintenant, nous allons rentrer un peu dans les murs pour voir le ferraillage, les diamètres des barres de fer. C'est-à-dire, c'est des choses qui ne vont pas se voir, mais c'est ça qui fait la stabilité de la structure et son fonctionnement aussi. Bien sûr, en plus des réseaux d'électricité, le réseau de plomberie. Généralement, c'est des choses qui ne se voient pas, mais qui participent à la stabilité de la structure et à son fonctionnement. Donc ça, c'est au niveau du bureau d'études. Généralement, à ce niveau-là, ne nécessite pas l'intervention du commanditaire, parce que là, c'est purement technique. Mais dans toutes ces phases, le maître d'œuvre, il participe à ça. Tout à l'heure, on a dit que le maître d'œuvre, c'est lui qui va coordonner entre les différents intervenants, mais son travail, il commence même à ce niveau. C'est-à-dire, c'est pas uniquement après l'attribution du projet à l'entreprise, mais même il doit en quelque sorte valider aussi ces étapes, ces phases. On doit toujours revenir au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué, comme vous avez dit. Exactement. C'est-à-dire, lui, il va coordonner cette opération. C'est pas le maître d'ouvrage qui va aller voir l'architecte. Ensuite, c'est pas lui qui va aller voir le bureau d'études. Oui, parce que c'est encombrant après. Voilà, exactement. Donc, c'est lui qui va faire cette coordination. Surtout qu'on a dit qu'on parle de grands projets, donc c'est pas une maison, c'est vraiment de grands projets. Et donc le bureau d'études, il va faire l'étude de stabilité et l'étude du fonctionnement, c'est-à-dire l'étude des lots techniques. Étude de fonctionnement, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que les réseaux techniques, les lots techniques, surtout l'électricité, la plomberie, la vidéosurveillance éventuellement, la clim, etc. Donc tout ce qui participe au bien-être plus tard des personnes qui vont utiliser le lieu. Donc ça, c'est un peu le travail du bureau d'études. Mais son travail ne se limite pas uniquement à faire les plans, mais il va faire aussi ce qu'on appelle un dossier de consultation. Parce que après cette étape, on va aller consulter une entreprise.
Pas une seule, on va consulter plusieurs et par la suite choisir en fonction de celle qui va donner l'offre la plus intéressante. Et donc, les entreprises doivent avoir un dossier de consultation qui va leur permettre de comprendre facilement le projet et en même temps, tout à l'heure on a parlé du maîtreur qui va faire le détail estimatif ou bien le bordereau de prix, donc sur lequel les entreprises peuvent se baser pour faire budgétiser. leur offre. Exactement. Mais s'il y a une différence, je ne vais pas trop détailler parce qu'il y a une différence entre les marchés au forfait et les marchés au maîtrise. Quand c'est un marché au forfait, le détail, ça s'appelle plus un bordereau, mais ça s'appelle un détail estimatif. Et les quantités sont données juste à titre indicatif, exactement. Très bien. Par contre, donc, quand vous dites un marché forfaitaire, ça sera plutôt un immeuble de 10 étages, quelque part, justement, on le sait, on l'a déjà fait, c'est pas des projets inédits, donc on a une petite idée quand même sur le budget qui doit susciter ce genre de projet. C'est ce que vous voulez dire par marché forfaitaire. C'est un peu ça, c'est-à-dire que à la différence du projet, parce que vous savez entre le détail qu'on fait au début, entre les quantités qu'on calcule, tout à l'heure on a parlé de l'avant-maîtrise. Entre les quantités qu'on calcule au début et les quantités avec lesquelles on se retrouve à la fin du projet, souvent il y a des différences. Parfois il y a des articles qui sont oubliés carrément, ou bien des articles qui sont mal calculés carrément. Donc quand on est dans le marché au maîtrise, l'entreprise, elle va être payée sur ce qu'elle a réellement exécuté. Mais ça présente parfois un risque pour le maître d'ouvrage parce qu'il ne connaît pas son budget au début. Il ne connaît pas. Par contre, quand c'est un projet au forfait, dès le début, il connaît déjà le budget final auquel il doit s'attendre. Donc ça, c'est hyper facile pour le maître d'ouvrage. Mais par contre, c'est très compliqué par rapport à l'entreprise parce que vous savez, quand on est dans un marché forfaitaire, même dans le cas où, je vais vous donner un simple exemple, on ne peut pas construire en béton. Pardon, on ne peut pas construire tout en quoi? En béton. Bien sûr. Sans utiliser le béton, par exemple. Je ne parle pas des bâtiments charpentes, je parle d'un bâtiment en béton, on ne peut pas le construire sans béton. Supposons que dans le détail estimatif, ça n'arrive jamais, mais supposons que le maîtreur ou le bureau d'études a oublié carrément le béton dans le détail estimatif. Il a oublié de mettre l'article de béton. Vous savez, si l'entreprise ne fait pas la remarque au moment de la consultation, elle est obligée d'utiliser le béton, mais à ses frais. Ah d'accord, donc il y a quand même une conséquence réelle. Vraiment. D'accord. Parce que c'est un projet forfait. Ah d'accord, donc il faut vraiment faire attention parce que ça relève d'une faute grave professionnelle puisqu'on parle de métier ici. Exactement. C'est pour ça que c'est hyper facile pour le maître d'ouvrage, mais ça nécessite vraiment beaucoup de travail au niveau de l'entreprise. Très bien, mais j'imagine qu'il y a plusieurs étapes de contrôle avant de donner le devis final ou la proposition finale pour éviter ce genre de lacunes. Oui et non. Malheureusement, j'avais même créé un article là-dessus parce que toutes les entreprises ne font pas malheureusement ce travail. Ça veut dire la plupart quand même ils se contentent d'analyser un marché au forfait comme s'il s'agit d'un marché au maîtrise. Et en fin de compte, aussi parfois il y a des pratiques qui sont pas bien, qui sont faites au niveau de, je sais pas, est-ce que c'est des directives du commanditaire ou bien c'est au niveau du bureau d'études. Si moi je suis bureau d'études ou commanditaire, ça veut dire quand je fais mes avant-maîtrises, quand je fais une simulation, je trouve que l'estimation dépasse mon budget. Donc moi, si je suis pas honnête, je vais aller diminuer un peu les quantités du détail estimatif pour que les entreprises qui vont pas analyser, qui vont juste venir et remplir directement les prix, ils vont faire des propositions qui vont être dans mon budget. Je vois, c'est très important ce point que vous relevez, Monsieur Abdelhak El-Mouli, parce que là, vous touchez justement à l'aspect déontologique de la profession, qui est un aspect très important dans toute profession confondue, mais surtout dans une profession qui a pour objectif et pour vocation d'abriter les êtres humains, justement, comme vous avez précisé au tout début de notre entrevue. Et ça, c'est vrai. Donc, il ne faut pas sacrifier le côté éthique, déontologique, pour gagner un marché ou le perdre. Donc, il relève de la responsabilité justement du bureau d'études pour préciser
que finalement, même si ça dépasse et ça déborde le budget alloué, qu'il fallait faire attention à un certain type d'éléments qu'on ne peut pas faire sans ou amputer ou sacrifier pour justement que le bureau d'études ou la compagnie gagne le marché. C'est bien ce que vous dites. Exactement, c'est bien ça. Mais malheureusement, peut-être c'est pas courant, mais ça existe. D'accord, très bien. Voilà, vous êtes beaucoup plus optimiste que moi, mais en tout cas, heureusement que vous êtes l'expert et que vous savez qu'il y a une grande différence entre le théorique et le réel, ce qu'on voit sur le terrain, bien évidemment. D'où l'importance de ce genre d'entretien qu'on a. C'est pour donner justement à nos auditeurs et nos auditrices un petit aperçu aussi réel et réaliste de ce qui peut se passer sur le terrain, en plus du côté théorique et qu'ils peuvent apprendre sur les bancs des universités. Donc on passe aux travaux et aux réalisations ou on a déjà couvert ça? Exactement. C'est-à-dire quand le bureau d'études il termine son dossier de consultation, donc là on va lancer la consultation des entreprises, donc on va les consulter, on va leur soumettre les dossiers de consultation, ils vont les analyser et donc les entreprises, bien sûr le choix des entreprises, il se peut qu'il y ait des exigences sur le choix des entreprises consultées. Pour un projet, par exemple, de 100 millions d'euros, on ne va pas consulter une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Donc, il se peut que dans le marché, on définit des conditions pour que n'importe qui ne soumissionne pas, mais juste des entreprises qui ont les références, qui ont les capacités techniques et financières pour accompagner le projet. Et donc là, on consulte et puis voilà, donc on reçoit les offres techniques et financières des entreprises. Et donc on va étudier ces offres et puis on va faire le choix, on va désigner l'entreprise à laquelle on va adjuger ce projet. Donc voilà, pour commencer la réalisation. Et quand est-ce qu'on peut dire que finalement on a bouclé le projet? Quelles sont les dernières étapes? Qui doit signer quoi et qui doit justement approuver ou valider pour qu'on donne la clé en main? Tout au long de la période de réalisation du projet, des travaux, il y a des contrôles, comme on a parlé tout à l'heure, des contrôles qui se font par le bureau de contrôle, par le bureau d'études. Et à la fin du projet, quand l'entreprise termine tous les projets, nous allons faire ce qu'on appelle une réception provisoire. La réception provisoire, elle est faite c'est l'entreprise qui doit faire la demande, et elle est faite par le bureau d'études, par l'architecte, par le bureau de contrôle et par le maître d'ouvrage ou bien le maître d'ouvrage délégué s'il se fait représenter. Et donc, en quelque sorte, on va faire un peu le tour du projet, centimètre par centimètre, et vérifier est-ce qu'effectivement il n'y a aucune malfaçon, est-ce qu'il n'y a aucune réserve, est-ce que tout le projet répond bien à ce qui est c'est-à-dire du côté, voilà, commandité. Et donc, et bien sûr, s'assurer que, tout à l'heure, on a parlé des points d'arrêt. Est-ce qu'au niveau de tous les points d'arrêt, il y a eu de réception? Parce qu'il se peut, par exemple, qu'une dalle soit coulée sans réception. Donc, aujourd'hui, nous sommes au 10e étage, mais la dalle, par exemple, du premier étage, elle n'a pas été réceptionnée. Donc, on va s'assurer que tout est OK, il y a des PV de réception et tout. Et donc, si tout est OK, on va signer tous ensemble un PV, qu'on appelle un PV de réception, ce PV de réception, c'est un peu vraiment l'achèvement des travaux par l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a vraiment rempli son contrat jusque-là. Mais à partir de cette réception provisoire, généralement, il y a 1 année de garantie, parce que quand on paye l'entreprise, parce que pendant la période de travaux, chaque mois, généralement, l'entreprise, elle présente un décompte qu'on paye, mais sur ce décompte, on va prélever un pourcentage qu'on appelle une retenue de garantie. Généralement de 7% en général. C'est-à-dire, par exemple, l'entreprise, elle réalise $100 000, on ne va pas payer $100 000, on va payer $100 000 moins 7%. Et les 7%, on va les garder pour que, après la réception provisoire, s'il y a une malfaçon, parce que vous savez, il y a des malfaçons qui prennent du temps pour apparaître. Donc, avec cette retenue de garantie, quand on détecte, après la réception provisoire, quand on détecte une malfaçon, on appelle l'entreprise et on lui donne un délai pour qu'elle intervienne. Par exemple, une fuite ou bien une panne électrique ou bien une fissuration. Si l'entreprise intervient, tant mieux. Si l'entreprise n'intervient pas, on ne va pas attendre, on va prélever de la retenue de garantie. Les 7%, on va prélever, les 7%, ça reste chez le client, chez le commanditaire. Et avec ces 7% maintenant, on va faire ces différentes réparations, et ça jusqu'à la réception.
Ça veut dire pendant une année, on va travailler comme ça. Ah, d'accord, donc ça prend quand même une année, au moins. Oui, ça prend une année, à partir de la réception provisoire. Maintenant, une fois les 12 mois écoulés, là, on va faire ce qu'on appelle une réception définitive. Et donc là, on va encore rappeler l'entreprise, ou bien généralement, c'est l'entreprise même parce que c'est elle qui a intérêt, c'est elle qui fait la demande, et on va tous se réunir pour encore refaire la même tournée qui est faite pendant la réception provisoire, et voir s'il y a des malfaçons qui sont apparues, et voilà, s'assurer qu'il n'y a rien. Si tout est OK, à ce moment-là, on va signer la réception définitive, et on va débloquer soit les 7%, la retenue de garantie, soit les 7%, ou bien le reliquat. Ce qui reste justement s'il y a eu intervention. Et laissez-moi vous demander, monsieur Abdelhak Mouli, désolé, c'est là où commence la garantie décennale? C'est après réception? Voilà, après la réception définitive. Dans le contrat, généralement, c'est l'entreprise, elle a, dans tous les contrats, les bureaux d'études, ils insèrent une clause qui impose à l'entreprise de garantir justement une garantie décennale de la construction. Donc, l'entreprise, elle va se baser sur le rapport du bureau de contrôle. Et généralement, elle se base sur le rapport du bureau de contrôle parce que quand elle s'adresse à une compagnie d'assurance, la compagnie d'assurance, elle ne peut pas délivrer une garantie sur rien. Elle doit se baser sur un rapport d'un bureau de contrôle, un rapport concluant, évidemment, qui ne comprend pas de malfaçon, qui ne comprend pas de réserve, rien du tout. Et sur ça, et généralement, c'est pas toute la garantie décennale ne couvre pas toute la construction, mais généralement, c'est la structure et l'étanchéité. C'est pas le revêtement, c'est pas la peinture, parce qu'on estime que c'est des choses qui vont au fil du temps, qui vont au fur et à mesure. Exactement. D'accord, donc là on parle de la dalle, des fondations, des murs porteurs, des murs tout court, parce que les murs non porteurs sont aussi importants. Donc c'est ça généralement qui est couvert par la garantie décennale. Exactement. Plus l'étanchéité. Et l'étanchéité, bien sûr, bien sûr. Excellent, c'est vraiment très très fascinant et surtout complexe. Je ne pensais pas justement que ce domaine était aussi complexe que ça, mais merci de nous avoir éclairci là-dessus. Donc passons très rapidement, je pense que le temps est en train de courir. Donc la quatrième question que j'ai à vous poser, c'est que d'accord, je suis étudiant, je souhaite m'intéresser à ce domaine. À quoi puis-je m'attendre en termes de formation de génie civil et ou de BTP, puisque justement vous avez une expérience académique? Ouais. Généralement, vous savez, entre l'école et le monde professionnel, généralement, il y a tout un écart, en fait. Voilà, il y a tout un monde, exactement. Donc moi, vraiment, ce que je conseille aux étudiants, c'est que pendant l'école, parce que tout à l'heure, on a vu qu'il y a plusieurs itinéraires qu'on peut suivre dans le monde professionnel. Alors, il y a le bureau d'études, le contrôle, l'entreprise, la maîtrise d'ouvrage, le laboratoire, etc. Donc, pendant la formation, l'étudiant, il doit déjà commencer à se projeter. Donc moi, ce que je conseille vivement aux étudiants, c'est vraiment déjà à partir, mais rien n'empêche, parce que même pendant le monde professionnel, on peut après switcher, partir du bureau d'études à l'entreprise ou bien de la. D'accord. Donc en fait, il y a des portes communicantes justement dans le domaine. Il y a des portes communicantes, effectivement. Aujourd'hui, moi personnellement, je suis dans la maîtrise d'ouvrage, mais voilà. Mais avant, j'étais dans l'entreprise. Donc il y a des passages comme ça qui sont possibles. Mais l'étudiant à l'école, il faut déjà qu'il ait une idée sur ça. Et il faut qu'il ait une maîtrise déjà du dimensionnement. Donc des outils qui leur permettent de faire le dimensionnement, donc la RDM, et aussi une maîtrise des logiciels de dessin, au moins d'un logiciel de dessin, la maîtrise également des logiciels de conception et de dimensionnement, ça c'est vraiment important. Il faut absolument. Monsieur Abdelhak Mouli, là, est-ce que vous parlez du curriculum qui est déjà établi par l'université ou par l'école, ou est-ce que vous êtes en train de donner des conseils, de faire des études extracurriculaires, genre se donner justement une sorte de longueur d'avance en s'approfondissant un petit peu plus sur un software ou un autre, c'est bien ça?
Exactement, c'est surtout ça. Parce qu'à l'école, effectivement, c'est pour ça que j'ai commencé par, il y a un monde entre l'école, malheureusement, et le monde professionnel. Donc l'étudiant doit faire attention à ça et doit lui-même faire un effort pour apprendre ces outils, même si ce n'est pas donné par Ah, l'école. d'accord. Et généralement, Au-delà du cursus. exactement. Au-delà du cursus, il faut qu'il fasse des recherches et un effort à ce niveau-là. Vous n'allez pas apprendre des logiciels de dessin à l'école, vous n'allez pas apprendre des logiciels de conception, vous n'allez pas apprendre. À l'école, par contre, on apprend la RDM, c'est vrai, on apprend la RDM. La Mais pas les RDM, logiciels. ça veut dire? La résistance des matériaux. D'accord. La résistance des matériaux. Voilà. Donc c'est avec ça qu'on peut faire des calculs de stabilité, mais on n'apprend pas à l'école les logiciels de dessin, ni les logiciels de conception et de dimensionnement. Donc ça, c'est un effort que l'étudiant doit faire. Il doit aussi faire un effort, vous savez, à l'école, il y a le côté pratique qui manque aussi. Le côté pratique qui manque. Voilà, même s'il y a des stages qui sont organisés par l'école, mais moi j'estime que franchement, les durées ne sont pas vraiment suffisantes. Et, voilà. Et donc, comme à l'école, généralement après le bac, donc on est entre 18 ans et 23-24 ans, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie. Donc moi, ce que je conseille, c'est que l'étudiant il profite des vacances pour faire des stages supplémentaires ou bien prolonger les stages au maximum, surtout dans les chantiers et dans les chantiers et dans les laboratoires ou bien dans les bureaux d'études s'il compte faire s'il compte travailler dans un bureau d'études plus tard, parce que ça permet de rapprocher un peu le chantier à l'étudiant et de ne pas se retrouver, quand il obtient son diplôme, de ne pas se retrouver complètement dans un milieu qui est complètement étrange à lui. Ça veut dire de se familiariser avec l'atmosphère des chantiers, l'atmosphère des bureaux d'études, des laboratoires. Parce que vous savez, M. Mohamed, on peut, ça veut dire s'il n'y a pas un effort. Je vous ai perdu là, si vous pouvez juste répéter votre dernier point. Je disais, on peut obtenir un diplôme d'ingénieur d'État sans être capable de faire une lecture d'un plan béton armé par exemple. Ah, d'accord. Donc s'il n'y a pas un effort personnel de l'étudiant, il risque de rencontrer des problèmes au début de sa carrière. Donc, selon vous, si vous avez pouvez donner ça en termes de pourcentage, disons que 60%, peut-être que je suis trop pessimiste, 60% sera à l'université, d'apprentissage bien sûr, et les 40% sont la responsabilité de l'élève lui-même. Pour aller se mettre à jour et chercher justement des stages, pas nécessairement juste les stages de fin d'études, mais plutôt des stages à partir de la troisième année, disons. Exactement. À partir même de la première année. À partir de la première année. À partir de la première année, parce que à l'école, on n'a que 3 ans. On n'a que 3 ans à l'école. Ah, 3 ans. D'accord. On a 2 ans de classe préparatoire. Là, c'est un peu loin, il peut pas faire vraiment des stages à ce niveau-là, parce que là, c'est 2 ans de théorie, donc on ne commence pas encore une formation d'ingénieur, on est dans les mathématiques, sur les physiques. D'ailleurs, il n'a pas le temps, effectivement, il n'y a pas le temps à ce... Il n'y a pas le temps, les troncs communs sont assez denses. Voilà, effectivement. Donc, mais pendant les 3 années, il faut vraiment qu'il y ait un effort, parce que l'école, c'est pas comme une école primaire où on vous apprend tout. On vous initie à des choses, mais c'est à vous de faire le reste. D'accord, donc il faut être très précis sur son choix, ce qu'on veut devenir dans le domaine, sachant, comme vous avez si bien dit, qu'il y a des portes communicantes où on peut décider, au fur et à mesure que notre expérience s'élargisse, donc de passer à d'autres métiers dans le domaine du BTP. Très bien. Donc voilà, alors la prochaine question, c'est, puisqu'on est dans la thématique du conseil aussi, voilà, une fois le diplôme en poche, quel conseil donnerez-vous à un ingénieur fraîchement diplômé en génie civil ou en BTP? Oui, vous avez expliqué la différence, mais je pense qu'on est soit ingénieur en génie civil, soit ingénieur en BTP, ou on est généralement les deux? On est ingénieur en génie civil, et on va travailler dans le secteur du BTP. D'accord. D'accord, merci pour la précision. Donc, quel conseil donnez-vous à un ingénieur fraîchement diplômé? Bon, un ingénieur fraîchement diplômé, il faut qu'il commence à travailler sur soi-même avant.
parce que quand on ça obtient le travaille en diplôme, amont. exactement, il faut qu'on travaille un peu en amont. Vous savez, le génie civil ou le BTP, c'est vraiment un monde où on est amené à travailler avec. C'est pas comme un informaticien qui fait face à un ordinateur, il fait des programmations, etc. Le monde du BTP, il est vraiment ouvert sur plusieurs parties prenantes. Il serait amené à travailler avec les autorités locales, avec ses coéquipiers, il va gérer des équipes. Tout à l'heure, je vous ai dit que je gérais dans un de mes chantiers 1600 personnes. Donc voilà, vous êtes vraiment amené à travailler en communauté. C'est pour ça que il faut qu'il y ait une aisance dans la communication et dans le travail en équipe. Ça, c'est très très important. Je ne vous fais pas dire, la communication est très très importante, comme on peut être techniquement très bon. Si la communication nous fait défaut, donc en fait on n'a pas trop le temps de voir nos prouesses techniques, si vous voulez. Exactement. Mais n'empêche que le côté technique aussi, il faut qu'il soit bon, sinon très bon techniquement, parce que l'ingénieur en génie civil, il faut qu'il dorme et qu'il se réveille avec quelque chose, avec un grand souci, c'est l'optimisation. Quand on fait appel à un ingénieur, voilà, c'est pour optimiser. On vous confie par exemple de faire un projet, il faut qu'il soit continuellement à la recherche d'optimisation. Comment je peux optimiser? Parce que vous savez, M. Mohamed, la réussite d'un projet, c'est la réussite de 4 paramètres. C'est la réussite du délai, il faut être dans le délai, la réussite du coût, le coût, la réussite, voilà, la qualité et la sécurité. Donc si je termine le projet en délai mais avec un grand coût, c'est que j'ai échoué. Ou bien si je fais une bonne optimisation mais je dépasse le délai, c'est que j'ai échoué. Si je réussis les deux, mais le travail que j'ai fait n'est pas un travail de qualité, c'est un échec. Si je fais tous les trois, j'ai fait un bon travail, j'ai économisé, je suis dans les délais, mais j'ai eu 4 accidents mortels, c'est un échec aussi. Donc je dis ça simplement pour dire que le grand souci de l'ingénieur, ça doit être l'optimisation en délai et en coût, mais bien sûr tout en respectant les deux autres paramètres, la sécurité et la qualité. Très très intéressant. Donc vous nous dites que finalement il y a 4 paramètres, le délai, le coût, la qualité et la sécurité. Donc en quelque sorte, laissez-moi, ça m'amène à l'esprit justement une question, est-ce qu'un ingénieur en génie civil peut se spécialiser? Oui, vous pouvez avoir des ingénieurs de génie civil qui sont déjà au niveau de l'école, vous avez des options. Par exemple, à l'école ingénieur, vous avez une option hydraulique, une option environnement et une option bâtiment pont chaussée. Mais à la sortie de l'école, par exemple, moi personnellement, je suis hydraulicien, mais j'ai fait plus de bâtiments que de l'hydraulique. Donc après, on peut aussi. Encore une fois, c'est la différence entre le théorique et le monde réel, les besoins du marché pour travailler, pour gagner sa vie. Exactement, tout à fait. Donc après, effectivement, on peut passer d'un côté à l'autre, mais vous avez aussi des ingénieurs qui sont spécialisés, par exemple, dans la charpente, surtout au niveau des bureaux d'études. Donc vous pouvez avoir des ingénieurs qui sont excellents dans le calcul, dans le dimensionnement des charpentes métalliques, d'autres qui le sont en béton armé, etc. Donc effectivement, on peut avoir des spécialisations comme ça. Ou bien des ingénieurs qui sont spécialisés dans le béton post-contraint. Donc juste pour revenir à la question, si j'ai bien compris, vous conseillez justement les jeunes ingénieurs en génie civil de se mettre 2 idées en place. Premièrement, d'être ouverts aux projets qu'on leur propose, de ne pas essayer de se spécialiser d'emblée et très directement parce que cela va réduire leurs opportunités d'embauche, mais d'être justement prêts à enrichir leur expérience pour justement se spécialiser après un certain seuil d'années d'expérience qui peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans selon votre expertise. Combien de temps ça prend pour qu'on se fasse une réputation? Combien de projets, si ça se compte en projets, si vous voulez? Là, il faut faire attention à une chose, parce qu'il y a une différence entre l'ancienneté et l'expérience. Bien sûr, donc, bien entendu. Voilà. Donc, si on fait tout le temps la même chose, on aurait appris la même chose plusieurs fois. Et si on fait des projets variés, mais déjà, généralement, quand on fait un premier projet, c'est que déjà, un premier projet, par exemple, si je prends le bâtiment, un premier projet, c'est 1 an et demi, 2 ans. Déjà, on peut commencer. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal, quoi.
à Très bien. condition que la personne vraiment continue son apprentissage, qu'il continue ses recherches et tout. Mais voilà, encore pour 1 an et demi, 2 ans, en principe, on doit commencer à être un peu à l'aise. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. En fait, vous savez, le BTP, c'est un métier qui demande beaucoup d'anticipation aussi. Anticipation, c'est intéressant ça. Élaborez, s'il vous plaît. Parce que, vous savez, il y a des travaux qui peuvent avoir lieu dans 6 mois, mais qu'il faut programmer dès maintenant. C'est-à-dire, il faut se projeter en permanence, se projeter. Il ne faut pas gérer le quotidien ou gérer le lendemain ou gérer la semaine, mais il faut vraiment gérer les mois. C'est-à-dire, moi, je suis là, mais je suis en train de me projeter déjà dans 6 mois, de quoi j'aurai besoin, est-ce que je dois faire des importations. Il y a des importations, par exemple, vous savez, on est au Maroc ou bien en Afrique, on est lié aux pays de l'Europe. Je dois, par exemple, faire l'importation d'ascenseurs. Donc, je sais que le mois d'août, c'est fermé, donc il faut que je fasse la commande bien à l'avance. L'importation, ça prend 3 mois, je ne sais pas combien. Il y a des matériaux qui sont fabriqués sur commande. Donc là, y compris parfois les ascenseurs d'ailleurs. Donc, en permanence, il y a aussi parfois des matériaux qui ne sont pas disponibles, tout simplement. Donc, il faut en permanence se projeter par rapport à la saison de pluie également, parce qu'il y a des tâches qu'on ne peut pas exécuter pendant la saison de pluie. Et ça, en permanence, il faut faire ce travail d'anticipation. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les tâches qu'on va exécuter dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, dans 10 mois. Ça, c'est un travail. Et pensez-vous qu'un ingénieur en génie civil doit avoir, vu les réalités du marché d'emploi actuel et selon votre expertise aussi, il doit compléter sa formation par exemple, une formation en commerce, en gestion d'administration. Est-ce que celle-ci est justifié et justifiable? Et si c'est le cas, à quel moment? Juste après ou après avoir eu quelques années d'expérience sur le terrain? Oui, c'est important. Ça ne peut qu'avoir un plus, évidemment. Et vous savez, quand on commence à grimper un peu dans l'échelon, après, on va se transformer de l'ingénieur qui ne fait que la technique à l'ingénieur qui va commencer à faire un peu de management, qui va gérer des hommes, qui va pas gérer forcément des plans directement, mais qui va commencer à gérer des hommes, qui va gérer plusieurs chantiers, qui va commencer à gérer peut-être, au lieu de gérer un chantier ou bien une partie ou une zone dans un chantier, il va commencer à gérer plusieurs chantiers en même temps. Donc là, il est dans le macro. Et là, effectivement, il a besoin de faire des formations dans le management, dans le marketing également, parce que ça aide à se faire vendre, entre guillemets. Ça va l'aider dans la communication, même les langues aussi, c'est important. La langue anglaise, la langue française aussi. On va y arriver justement, c'est la prochaine question. Et si vous permettez, si vous avez fini votre réponse, je souhaite y passer, comme ça on arrive à suivre la cadence. Donc justement, en parlant d'expérience, en parlant d'études et de capacités intellectuelles, académiques, techniques, donc selon votre expérience sur le continent africain, quels conseils avez-vous pour les futurs candidats qui se sont établis, par exemple, sur le marché marocain ou algérien ou tunisien et qui souhaitent élargir leur horizon professionnel avec une expérience d'expatriation? Déjà, il y a pour les pays de l'Afrique du Nord, les pays du Maghreb, il y a vraiment une différence entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes. Vous savez, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, il y a des différences au niveau de l'infrastructure, donc au niveau des routes, voilà, au niveau des routes. Et déjà rien que ce point, c'est un grand point à prendre en considération dans les délais d'approvisionnement. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'anticipation. Maintenant, il faut doubler cette vigilance quand on travaille dans un pays de l'Afrique. Actuellement, je travaille dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est la même chose dans le voisinage. Il y a un grand problème d'embouteillage, etc. Donc la culture locale, la culture du business, la culture des travaux, la culture du domaine du BTP change drastiquement, si vous dites? Oui, complètement même. Si on parle des rendements également des équipes, vous savez,
Par exemple, dans le pays où je travaille actuellement, les maçons, ils peuvent faire maximum 17-18 mètres carrés par jour, alors que dans un pays comme le Maroc, on peut aller jusqu'à 25-30 mètres carrés par jour. Ah, quand même. Donc même au niveau, ah oui, oui, il y a une grande différence, même au niveau du rendement, au niveau de la qualité bien évidemment, au niveau du matériel utilisé. Vous savez ici, on continue toujours par exemple à utiliser le coffrage en bois, le coffrage de façade en bois, chose que ça existe peut-être toujours au Maroc, mais ça existe pour des petits projets. Mais ici, on Donc c'est peut voir dépassé à grande échelle. Exactement, à grande échelle, on a vraiment commencé à dépasser. Également au niveau des procédures administratives, parfois elles ne sont pas claires, donc ça vous prend plus de temps de faire des choses qui sont censées se faire en un temps réduit. Et également, vous savez, c'est des pays qui dépendent beaucoup des importations parce qu'on importe presque tout. Et du coup, il faut vraiment doubler de vigilance par rapport au travail de l'anticipation. Donc il faut se préparer au fait à un certain type de chocs culturaux professionnels et calibrer ses attentes avant l'expatriation, surtout dans un pays subsaharien. Donc, en termes juste d'attente, parce que finalement, il n'y a pas de... Je sais que techniquement, il y a la bonne manière de faire et la mauvaise manière de faire, mais il y a aussi un art de faire qui est plutôt local et qui c'est pas à la personne elle-même de juger. Il faut juste se préparer à accepter cette différence, en fin de compte. C'est exactement ça. C'est-à-dire il ne faut pas venir avec la même mentalité où la culture est rester avec la même culture, mais il faut adapter. Il faut s'adapter en fait. Il faut s'adapter à la situation. C'est un peu différent effectivement. Très bien. Par exemple, on peut facilement tomber en rupture de stock de quelque chose. Et puis pour l'avoir, il faut importer, etc. Donc vraiment, c'est ce côté-là qui doit être toujours avoir un plan B en permanence. Si j'ai pas ça, je peux faire ceci. Toujours, jamais avoir un seul plan, jamais. Donc étayer sa polyvalence, au fait, beaucoup plus que dans un pays comme le Maroc ou un pays nord-africain. Tout à fait, c'est exactement ça. Excellent. Donc, on peut passer à la question suivante. Donc, en termes de prévision d'emploi, maintenant que vous avez, avec votre grande expérience, est-ce que vous voyez que ça va aller en crescendo? Bien sûr, on est en train de vivre une pandémie sanitaire qui a complètement chamboulé notre façon de vivre, qui a eu des effets très néfastes sur plusieurs industries. D'après vous, comment se porte le BTP en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne selon les régions dans lesquelles vous avez travaillé? Y a-t-il une crise? Est-ce qu'il se porte bien? Bon, vous savez, évidemment, aujourd'hui, effectivement, le monde entier est en train de vivre quelque chose de complètement exceptionnel. Et quelque chose qui n'était pas prévisible. Donc les pays sont en train de revoir leurs priorités. Évidemment, il y avait des projets qui étaient programmés initialement, mais à cause de cette pandémie, les pays ont revu leurs priorités. Donc de l'argent qui était à la base destiné à faire des projets, les pays sont en train de l'utiliser pour gérer cette pandémie et bientôt pour faire la vaccination. Donc évidemment, il y avait des projets qui devaient avoir lieu finalement qui sont suspendus. Donc oui, il y a un impact à ce niveau-là. Mais moi, je suis optimiste parce que je vois vraiment il y a beaucoup de postes à pourvoir sur les réseaux. Donc donc c'est quelque chose qui confirme que les choses ne sont pas tellement mauvaises. Et puis le BTP, c'est vraiment un carrefour. C'est un carrefour de tous les secteurs économiques. Et donc, pour mettre à niveau parce que les pays sont en train de revoir aussi l'infrastructure. Donc, à cause de la pandémie, il y a des hôpitaux à construire. Donc, les pays sont en train aussi de travailler sur ça. Et heureusement que le BTP, il se trouve toujours. Pour mettre à niveau le domaine de la médecine, vous devez passer par le BTP. Pour revoir n'importe quel secteur,
le BTP est toujours là. Il y a même un proverbe qui dit quand le bâtiment va, tout va. Et c'est vrai, vraiment, ça se confirme. Donc oui, il y a un impact, mais je crois que c'est un impact qui est un peu momentané et que dans les mois à venir, ça devrait aller, quoi. Excellent, excellent. J'ai très bien aimé deux points que vous avez évoqués, c'est que le BCP finalement c'est un carrefour. Tout y passe, et c'est vrai quand on y pense, si on veut améliorer le domaine sanitaire, si on veut construire plus d'hôpitaux, on passe nécessairement par le BTP et tous les métiers qui vont avec. Donc ça, c'est de très bonnes nouvelles pour nos ingénieurs dans le domaine génie civil et du BTP. Et aussi votre beau proverbe, quand le bâtiment va bien, tout va bien. Donc ça, c'est une bonne touche. Donc c'est un petit peu mitigé pour vous, vu que c'est un dénominateur en commun dans plusieurs secteurs sociétals. Le BTP va bien quand la société va bien, mais même quand la société va un petit peu moins bien, le BTP est toujours là pour redresser un petit peu la barre et repartir de plus belle. Ouais, tout à fait. C'est bien ça, parfait. Donc, alors passons, quelles sont d'après vous les grandes industries donneuses d'ordre? On peut, si vous permettez, commencer par le Maroc et puis s'élargir un petit peu sur le continent africain, d'après ce que vous avez vu, d'après votre expérience. Bon, en commanditaire, ou autre chose. Les principaux commanditaires, si on prend le cas du Maroc, c'est... Bien évidemment, c'est le ministère tutelle, c'est le ministère de l'équipement, parce que c'est ce ministère qui lance tous les projets qui renforcent l'infrastructure du pays, donc les ports, les routes, les aéroports, les réseaux d'assainissement, les stations d'épuration. Donc à la base, c'est évidemment le premier gros commanditaire au Maroc, et c'est le cas aussi dans la plupart des pays, que ce soit sur le continent africain ou ailleurs. Mais au Maroc, nous avons un autre grand commanditaire de taille, c'est l'OCP, c'est l'Office chérifien de phosphate, qui est vraiment un grand commanditaire, parce que c'est un groupe qui s'affiche comme une société citoyenne. Vous savez, même si la spécialité de la société, c'est la production du phosphate, mais c'est une entreprise citoyenne qui lance beaucoup de projets dans les villes dans lesquelles il fait l'extraction. D'ailleurs, moi, les projets que j'ai gérés pendant 4 ans avec la SGTM, 3 parmi ces projets, c'est des projets dans le commanditaire et l'OCP. Un projet à 120 millions de dirhams, un projet à 63 millions de dirhams, un projet à 200 millions de dirhams. Et ça, c'est qu'à mon niveau, il y a beaucoup de projets comme ça qui sont lancés sur les villes de Kharibga, sur la ville de Jdida également. Même en Afrique, vu leur stratégie de sud-sud, justement se diriger vers l'Afrique et se pencher un petit peu sur nos partenaires subsahariens. Donc au fait, tous les projets de construction qui viennent suite au mémorandum d'entente ou même à des investissements concrets nécessitent des expertises qui peuvent être exportées justement de la part des pays qui sont récepteurs de ces grands projets. Ce qui est une très bonne nouvelle, encore une fois, pour les gens qui sont intéressés par le domaine et qui peut aussi les enlever cette espèce de crainte qu'ils ont par rapport à s'expatrier, aller travailler dans un pays dans le continent africain et un petit peu oublier cette espèce de tropisme européen, nord-américain qui nous a coûté si cher en termes de matière grise, en termes de fuite de cerveau, et être plus convaincu pour aller justement explorer cette frontière africaine qui s'ouvre de plus en plus d'après ce que j'ai compris, d'après vos propos, et qui est très très intéressante. Oui, c'est vrai. L'Afrique a vraiment besoin de ses enfants et je crois que c'est ces enfants qui vont la développer. Les cultures, tout à l'heure je parlais de différence de culture entre le Maghreb et l'Afrique l'Afrique subsaharienne par exemple, mais cette différence elle ne peut pas atteindre la différence entre la culture européenne et la culture africaine, parce qu'après tout il y a beaucoup de points communs effectivement,
et le courant passera plus et plus facilement que entre deux cultures Bien entendu. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'on a touché un petit peu sur la formation numérique lors de votre intervention à propos des études. Mais qu'en est-il de la formation numérique, à votre avis, dans le domaine du BTP? Est-ce qu'elle est à point? Est-ce que les investissements y sont? J'ai cru comprendre que finalement un élève ingénieur doit compléter sa formation par des efforts individuel en amont, en continuité, pour enrichir ses connaissances numériques et compléter sa formation numérique dans le domaine d'ingénierie. À votre avis, est-ce qu'il y en a assez, ou alors, si ce n'est pas le cas, que peut faire justement un ingénieur fraîchement diplômé pour faire une formation continue dans ce domaine-là en utilisant ces outils numériques précis? Heureusement que les ingénieurs d'aujourd'hui ou les étudiants d'aujourd'hui, ils sont plus à l'aise que les anciennes générations avec l'outil informatique. En plus, aujourd'hui, il y a vraiment une opportunité parce que l'information, elle est à bout des doigts. Il suffit juste de vouloir avoir l'information pour l'avoir. Donc, ça, c'est un grand point fort pour eux qui facilite vraiment la chose. Et effectivement, rien ne peut passer. Le BTP, il est très dépendant, je veux dire, de l'outil informatique. Rien ne peut se faire substituer justement l'outil informatique. Mais encore le point, et je pense que les étudiants d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont après tout, ils sont bien. En tout cas, ils sont meilleurs par rapport aux anciennes générations. Mais là où encore un effort reste à faire, c'est au niveau du BIM, parce qu'aujourd'hui. Au niveau du BIM, ça veut dire le Building Information Modeling. D'accord. Voilà. Donc la modélisation numérique du bâtiment. Exactement. Très bien. Mais c'est pas une partie modélisation parce que, vous savez, en bâtiment, tout à l'heure, on a parlé de l'interférence de beaucoup de corps de métier. Bien sûr. Et ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des erreurs. Et s'il y a quelque chose, j'avais même écrit un article là-dessus aussi, j'ai dit s'il y a quelque chose qui risque de vraiment coûter cher dans une construction, c'est bien les erreurs. Quand il y a une erreur, ça peut vraiment être fatal. Et il y a aussi parfois des discordances, surtout que durant la vie du projet, il y a beaucoup de mises à jour, il y a beaucoup de modifications. Mais parfois, on oublie ça veut dire on modifie quelque chose et on oublie de répercuter cette modification sur le reste. Par exemple, on modifie un plan BTP, mais on oublie de faire la modification au niveau d'un plan archi ou bien d'une coupe, ou bien chez l'électricien, ou bien chez le plombier. Et surtout, quand je parle, vous savez, dans un projet, on peut avoir 1000 plans. Sans exagérer, on peut avoir 1000 plans, voire plus. Donc, vous imaginez quand vous faites plusieurs dizaines de modifications, et que, donc à un moment donné, on risque. Il y a quelque chose qui saute, en fait. Voilà. Le BIM, il a résolu ce problème, parce que le BIM, c'est comme si ça permet de créer comme une sorte d'avatar, comme un avatar. Et c'est sur cet avatar qu'on va d'abord faire une réalisation virtuelle. Ça veut dire qu'on va construire tout le projet de manière virtuelle. Maintenant, on va tout faire sur l'avatar. Donc, on va découvrir les erreurs sur l'avatar, pas sur le projet réalisé, mais sur l'avatar. On va faire des améliorations sur l'avatar, on va faire des modifications, on va faire des corrections, des ajustements sur l'avatar. C'est un projet virtuel auquel on peut se permettre de faire des erreurs en amont pour les éviter en réalité. Exactement. Et ça, le point qui est vraiment fort de ce BIM, c'est que c'est comme si tous les intervenants ils travaillent un peu sur le même, c'est-à-dire sur la même chose. Ça veut dire par exemple, quand l'architecte par exemple, il change quelque chose, supposons qu'il change il modifie les dimensions de quelque chose, ou bien il dépasse une porte, il la déplace. Ce déplacement, il va se répercuter sur l'ensemble des plans. Il n'a pas besoin de faire toutes les coupes et de modifier partout. Non, sur tous les plans, nous allons avoir automatiquement cette modification. Donc, vraiment, le risque, il est presque égal à 0. Ça réduit la marge d'erreur. Ça réduit la marge. En plus, le fait d'avoir l'avatar sous format 3D, ça permet aux commanditaires aussi de faire de projeter, de visualiser.
Exactement. Il y a aussi des erreurs qui étaient très courantes, c'est que dans les projets où il y a beaucoup de lots techniques, Mhm. parfois il y a des problèmes au niveau des passages. Par exemple, j'ai des tuyaux de plomberie, j'ai des gaines de clim, j'ai des gaines d'électricité, et vous avez chaque plan indépendant. Vous avez un plan d'électricité à part, un plan de clim à part, un plan de plomberie à part. Maintenant, lorsqu'ils se mettent à travailler ensemble, eh bien, il se trouve l'endroit qui permet ce passage, il est occupé par la clim. Et donc, le plombier, il n'a plus d'endroit pour passer, par exemple. Tous ces problèmes-là, on peut les étudier sur l'avatar. L'avatar, sur le BIM. Donc, l'avatar, ce BIM, avec les avatars, il a vraiment résolu entièrement ce problème. Maintenant, c'est sur ça qu'on doit encore faire un effort. Mhm. Tout à l'heure, on a parlé des logiciels. Je crois que les jeunes sont en train de s'en sortir correctement. Et là, on doit faire un effort, c'est vraiment au niveau du BIM, parce que aux États-Unis et aussi en Europe, les pays sont très à l'aise avec ça. Et parfois, dans les clauses du marché, vous allez trouver que c'est une exigence, c'est une clause. Très bien. Mais ça Donc, en fait, si je vous ai bien compris, il faut aux ingénieurs, justement aux étudiants, de s'auto-former là-dessus, ou est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez qu'elle soit intégrée encore en plus en amont ou en plus de force, justement, dans le cursus universitaire pour les ingénieurs en génie civil? Oui, si les écoles peuvent vraiment prévoir des modules sur le BIM, ça va vraiment être une très très bonne chose, parce que j'ai envie de dire, c'est le métier de demain, mais c'est le métier d'aujourd'hui même. Ça a déjà commencé. Donc le besoin est réellement... Voilà, ça arrive. Et les ingénieurs qui vont pas accompagner ça, ils risquent d'être dépassés dans quelques années. Parce que vraiment, ça va être la méthode de travail de demain. C'est ou bien on s'aligne, ou bien on est écarté. Vous l'avez entendu ici, donc le BIM, chers auditeurs et sœurs auditrices qui vous êtes intéressés justement par le domaine du génie civil et du BTP. Si vous ne le trouvez pas à l'université, cherchez-le individuellement, parce que M. Abdelhak El-Mouli vient de préciser que le futur y est. Non seulement le futur, mais au fait, le besoin est réel maintenant, là, tout de suite. La dernière question que je vous adresse, c'est, selon vous, que diriez-vous du futur du domaine des BTP et du génie civil si vous avez à choisir une thématique directrice? Est-ce qu'elle sera plutôt les constructions qui respectent l'environnement? Est-ce que c'est plutôt l'utilisation des néomatériaux, la vie en ville, l'accès des personnes à handicap, les routes intelligentes? Enfin, vu que justement il y a plusieurs problèmes qu'on voit surtout dans les pays qui sont en voie de développement comme le Maroc ou plusieurs pays en Afrique, la majorité des pays en Afrique en effet souffrent justement de problèmes d'infrastructure en termes de gestion d'eau. On a vu les inondations dernièrement à Casablanca. Donc le futur du BTP et du génie civil, si on devait se concentrer sur une thématique particulière pour nos auditeurs et nos auditrices, que diriez-vous là-dessus? Je dirais c'est sans doute le développement durable. Vous savez, la particularité des projets du BTP, c'est que c'est des projets qui ont des traces sur le long terme. En effet. Donc voilà, donc c'est sûrement le futur, ça doit être le développement durable. Les projets doivent s'inscrire dans cette démarche. C'est-à-dire, et quand je dis le développement durable, c'est pas uniquement de voir est-ce que c'est polluant, c'est pas polluant, mais vraiment de s'inscrire, parce que les paramètres du développement durable, c'est pas uniquement ça, mais vraiment d'étudier l'impact du projet sur l'impact environnemental, sur l'environnement, sur la société, également sur l'économie. C'est vraiment un. Et aujourd'hui, il y a même des normes qui ont vu le jour qui permettent d'évaluer les projets et l'impact des projets par rapport à cela, pas uniquement au moment de l'exploitation, mais au niveau de la conception, de la construction, de l'exploitation, de la rénovation, de l'entretien, vraiment jusqu'à la fin de la vie du projet. Donc sûrement c'est ça le futur du BTP. Donc c'est le vert.
C'est bien ça. Exact. Très très bien. Exact. Monsieur Abdelhak El-Mouli, cela nous amène à la fin de notre entretien qui était riche en informations. Je vous remercie personnellement. Je suis sûr que nos auditeurs et nos auditrices vous remercient aussi pour votre expertise. Je vous donnerai le mot de la fin si vous voulez donner des références par rapport à vos conférences que vous avez données, à vos articles que vous avez écrits. Où est-ce qu'on peut les trouver? C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Oui, je peux donner peut-être l'adresse de ma chaîne YouTube, tout simplement. Allez-y, bien sûr. Il suffit de taper Abdelhak, c'est mon nom en fait, Abdelhak El-Mouli sur YouTube. J'ai aussi les articles, ils sont une partie est consultable sur les sites des magazines dans lesquels je publie, mais je peux vous donner par la suite les liens. J'ai aussi les articles sous format PDF. Je ne sais pas par quel moyen on peut les partager. Ne vous inquiétez pas, pour le côté technique de la chose, nous allons mettre les liens nécessaires pour nos auditeurs et nos auditrices pour qu'ils puissent enrichir leurs connaissances et vous suivre, vu que vous avez tellement à dire et tellement à donner dans ce domaine. Un mot de la fin concernant le BTP, le génie civil, son importance, l'intérêt qu'il faut y donner, Monsieur El-Mouli. C'est un très bon métier. C'est un très bon métier et voilà, ça permet vraiment. Moi personnellement, en tout cas, depuis tout petit, ça a toujours été le métier que je voulais faire et Dieu merci, aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est un métier qui permet. Vous savez, quand vous faites un chantier, vous êtes en contact avec pratiquement toutes les couches de la société. Vous êtes en contact avec des patrons, vous êtes en contact avec des ingénieurs, avec des techniciens, avec des ouvriers, avec des chefs de chantier, avec des ferrailleurs, avec des gens qui viennent de cultures différentes. Vous êtes en contact avec des gens qui sont sérieux, des gens qui sont pas sérieux, des gens qui sont honnêtes, d'autres qui le sont moins. Et moi, je dis toujours, quand vous faites un chantier, c'est vraiment très très riche, pas uniquement sur le côté technique, mais également sur le côté humain. Ça nous apprend pas que techniquement, mais ça nous apprend vraiment sur le côté humain et ça vous forge. Ça veut dire la personne avant le génie civil et après le génie civil, ou pendant, c'est deux personnes différentes. Excellent sur ces belles paroles. C'est la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Dans une semaine, un métier avec une nouvelle thématique. Jusqu'à ce rendez-vous, prenez soin de vous et prenez soin de votre santé. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre attention et merci à notre invité, Monsieur Abdelhak El-Mouli, spécialiste dans le domaine BTP et génie civil. À plus.